Alors, donc, je vous dis 2600 ans de vie de soumission. Donc, qu'est-ce qui est vraiment à nous? Depuis la chute de l'Égypte antique, hein? Depuis la chute de l'Égypte antique, qu'est-ce qui est vraiment à nous? Quel système de pensée nous pratiquons? Qu'est-ce qui fait que nous dirions, eh bien, ça c'est vraiment nous? J'ai envie qu'on réponde à ces questions-là parce que moi, dans tout ce que je cherche, à part reprendre les choses depuis l'Égypte antique, d'ailleurs qu'on a complètement saboté et volé aux Africains, j'ai besoin qu'on se dise, après 2600 ans de domination, qu'est-ce qui reste d'une civilisation africaine en nous? J'ai besoin qu'on réponde à cette question-là. Est-ce que notre manière de vivre avec les Blancs en si grande familiarité, parce que je crois que 80% de nos gens sont mariés à des Blancs là, qu'est-ce qui explique cette sorte de familiarité? Vous vivez... Non, j'ai vraiment... C'est vraiment une question. Qu'est-ce qui fait que ceux qui vous ont mis en esclavage, qui vous ont tenu pendant des siècles, que vous vous mariez avec eux, c'est ce qu'il y a de plus intime. Faire des enfants, reproduire, etc. Et quand vous savez... Bon, je n'ai pas fini le travail sur le métissage, mais franchement, quand ce livre-là sera sorti, vous verrez, vous allez tomber de très haut. Les Occidentaux, non, les Occidentaux. Ah, je ne casse pas les coups, il faut que je casse. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas des coquilles d'œufs. Faites que vous voulez. Maintenant, ce que les Blancs ont inventé pour justement continuer la domination. Parce que vous n'imaginez pas que vous êtes un peuple. Chaque peuple travaille pour soi. Le seul qui ne travaille pas pour soi, mais qui travaille pour les autres, ce sont les Noirs. Eh bien, imaginez-vous, même chez nous, on a inventé la créolité, puis le tout monde, je ne sais quoi, pour dire aux gens, dans tous les pays de la Caraïbe, il y a un peuple noir. Il y a des luttes de libération, de faire avancer la cause noire. Il n'y a pas ça en Martinique. Et en Guadeloupe, c'est compliqué. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce qu'en vous faisant passer pour les créoles et en vous disant que oui, on est tellement mélangés qu'on a fait une sorte de soupe et que c'est impossible de reconnaître le giroumon de la carotte. On est mouliné. Il n'y a rien à sortir. La qualité, c'est ça. L'art du moulinage et de vous faire quoi? Et les béquets qui sont là, les descendants de colons qui sont là depuis 600 ans, peut-être un peu plus, ils ne se moulent pas. Ils dominent, ils mènent, ils riches, ils ne se moulinent pas. Il n'y a que les mecs qui sont pour le moulinage et qui adorent ça. Ils adorent. Dans toutes les familles où vous avez un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé, le petit malheureux qui a fait le malheur d'être un peu plus foncé, parce qu'il a dû choisir, de vouloir être plus foncé parmi des gens plus clairs qui n'aiment que les plus clairs. Forcément. Et bien le petit malheureux, il prend du fer, comme on dit dans notre langage. Voilà dans quoi on est. Et la créolité, elle est là pour nous dire, on est tellement métissés qu'on ne reconnaît plus les Noirs, les Blancs, les Chinois. Non, pourtant, il y a bien non seulement des Blancs qui nous dirigent, mais toute la communauté béquée, elle est blanche. Elle est blanche. Sur 500-600 ans. Comment se fait-il? Elle ne se mélange pas. Elle ne se mélange pas. Et pourquoi nous aimons tellement le mélange? Même ici, ça fait beau, ça fait ça fait des beaux enfants. Ouais, ça fait des cheveux lisses. J'ai entendu ça, ça fait des beaux enfants. Oui, ça donne des cheveux lisses. C'est ça. Donc tout l'univers du noir est limité à sa petite carcasse. Hein? Ce qu'il peut faire de sa petite peau, son petit cheveu, sa petite carcasse. Mais quand je vous dis, une fois qu'on a fini le passage sur Terre et qu'on est descendu, c'est fini. Il n'y a plus rien après nous, il n'y a plus rien. Parce que la carcasse, elle va pourrir et elle va se dégrader. Donc qu'est-ce qu'on laisse à l'humanité? Qu'est-ce qu'on laisse à l'humanité? Sortir de ces considérations imbéciles de carcasse, de cheveux, de couleurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les Africains sur le continent, ils meurent d'être noirs? Non, les gens les emmerdent parce que voilà, ils ont toutes les richesses du monde. Il y a une jalousie atroce contre les Africains, à qui on a dit, ils sont là, ils sont pas beaux, ils sont pas intelligents, ils n'ont pas de civilisation, et patate, c'est à eux que la nature a tout donné. Oui. Moi j'ai dit souvent ça. C'est à eux que la nature a tout donné. Et ils appellent le bon Dieu matin, midi et soir. Chez nous, dans nos zones,
Là, on les dit de partir, de ne pas partir. Là. Ils ne veulent pas partir. Ouais, oui. Mon pays, au Burkina Faso, on les a chassés. Non, oui, je sais, mais je suis bien. Mais il faudrait qu'ils restituent à l'Afrique la beauté, le beau cheveu, pour que les Africains s'occupent d'autre chose. Les carcasses, n'oubliez pas, une fois qu'on a clamsé, c'est fini. Donc si c'est ça, si c'est des... Ah, je sais pas, vous allez au paradis. Une fois qu'on a clamsé, c'est fini. Donc si c'est cela ce vers quoi on nous a dirigés, parce que je dis qu'on est déterminé, eh bien, voilà, on est, c'est pas seulement un plafond de verre, on est très limité dans notre façon d'envisager une vie où tous les peuples sur Terre apportent quelque chose à l'humanité, laissent quelque chose à l'humanité, et quand on est le peuple premier, et qu'on reconnaît tout l'apport des civilisations africaines, c'est une folie que de considérer que nous, on va se contenter de ça là, de se dire oui, il faut des beaux cheveux. Et puis j'ai demandé depuis Nani Nanan, c'est quoi un beau cheveu? J'ai demandé c'est quoi la beauté? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne connais pas. Et je n'ai rien vu. Je n'ai aucun signe. Ça fait au moins presque 30 ans que je fais de la recherche. Je n'ai aucun signe parce que moi, je fouille, hein, je suis chercheur. Je fouille, comme on fouille les dachines chez nous. Je n'ai rien trouvé qui me dise c'est quoi un beau cheveu, c'est quoi une belle couleur, c'est quoi une peau claire, c'est quoi. Sinon, le fait que le dominant a utilisé des caractéristiques propres pour me dire que, eh bien, je devais accepter, eh bien, les conditions dans lesquelles il voulait que je vive. Imaginez-vous, moi je réfléchissais à la Martinique, sur la Martinique ou la Guadeloupe, peu importe, nos Guadeloupe, Guyane, Martinique. Vous avez un peuple, dans d'autres pays de la Caraïbe, eh bien les Noirs sont formés en communauté. Et il y a même le CARICOM, ils existent, ils défendent une cause, on défend la cause noire, on va à l'ONU, il y a tout un tas. Il n'y a pas ça en Martinique, parce qu'il n'y a pas de Noirs en Martinique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont moulinés. Oui, sauf que les autres pays sont indépendants, il y a autre chose. Les autres pays de la Caraïbe sont indépendants. Oui, mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que le statut politique m'empêche d'être un statut humain. Tout à fait, oui. D'accord. Donc, j'ai une donnée en plus à ajouter au fait que la France nous tient par le collet et qu'elle nous dit vous restez sous mon joug et vous n'avez pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Mais cette question-là empêche d'agir. Le français, lui, il nous met dans notre tête, dans notre ADN, qu'on n'est pas noir. C'est pour ça qu'on a ce... Pas africain. Pas africain. Non, mais c'est ça. Mais même dans les écoles, j'ai fait des petites interventions dans les écoles, le mépris que les petits Martiniquais se lancent entre eux, à ceux qui sont un peu plus foncés, c'est africain. Alors un jour j'ai pris une grande classe, je voyais les maîtresses là comme des idiotes qui ne faisaient rien, donc j'ai pris les enfants et je leur demandais c'est quoi ta couleur, tu l'as d'où, tu es comment, quelle est la différence de peau entre toi et celui que tu traites d'Africain, dis-moi, tu sors d'où, tu viens d'où, qu'est-ce que c'est que cette histoire de traiter ton copain d'Africain, en quoi être Africain est un problème, est un défaut, explique-moi. Ils sont penauds, ils pointent la queue entre les gens parce que les enseignants qui devraient faire ce travail de sensibilisation avec les enfants ne le font pas. Et puis d'ailleurs, ils sont les oui, mais ils sont aussi les premiers à mettre les petits clairs. Je suis allée intervenir, vous savez, au lycée de Cluny, là où toute la petite, les bourgeois, mais les béquets. Oui, oui. Et j'ai dit, il y a aussi pas mal d'enseignants béquets, donc j'ai dit, voilà comment vous fonctionnez. Les blancs devant, petits béquets, et puis petits blancs devant, les timulacres après, et puis les petits nègres tout au fond. Voilà, comment voulez-vous que les gens... Alors, je suis invitée une seule fois. Ils m'ont refait le coup, et je leur ai dit à ces petits béquets qui sont une bande de mal élevés. Et c'est exactement ce que je pense, donc je ne veux pas retourner dans des endroits comme ça. Mais c'est juste pour vous dire
que c'est impossible qu'on soit dans des sociétés comme ça. Et pourquoi les gens se soumettent? Puisqu'on nous dit qu'on est soumis, qu'on accepte ça. Mais non, c'est parce que les savoirs qu'il faudrait dispenser aux peuples comme les nôtres pour qu'ils comprennent dans quoi ils sont, dans quel gâteau ils patauchent, ne leur sont pas donnés. Donc moi, avec ce travail-là, vous comprenez que le système me dit cause toujours tu m'intéresses. C'est pas moi qui essaie d'avoir un poste pour venir indiscipliner nos ouailles. Non, imaginez, vous êtes un peuple entier utilisé dans le processus de développement de civilisation d'un autre peuple. Ça n'existe nulle part. Nous sommes totalement instrumentalisés pour le bien-être des Blancs et de ceux qui tirent profit du commerce avec les Blancs. C'est tout. Nous n'avons pas d'existence de peuple qui travaille pour soi. Donc dans le livre que je prépare, je vous montre la différence entre être un peuple en soi et un peuple pour soi. Donc vous voyez bien la différence. Un peuple en soi, ben, on se voit, oui on est noir, quoi, apparemment on est un peuple là. Pourtant je vous pose la question, sommes-nous un peuple? Eh bien c'est un peuple en soi. On dit ben, les noirs c'est les noirs, quoi, les noirs. D'ailleurs, lesquels? Eh bien, si vous travaillez l'expression, voilà, un groupe pour soi, c'est Marx qui a utilisé ces concepts-là, il a fait la différence pour les classes travailleuses, les classes ouvrières, qui ont perdu le sens de leurs intérêts, et qui sont là, ils travaillent, ils viennent ensemble le matin, ils font, voilà, ils carburent, etc. Mais ils n'ont pas le sens de leurs intérêts, donc ils ne viennent pas se mettre ensemble pour former une force pour défendre justement ces intérêts. Ben, les Noirs sont ça, ils ne sont pas une force pour soi. C'est-à-dire que tout le travail qu'ils font, c'est panier percé pour le peuple noir. Panier percé, ça veut dire ça entre là, ça coule, mais celui qui ramasse, c'est celui qui vous a justement instrumentalisé dans son système et qui vous utilise depuis la nuit des temps comme esclave et qui vous tient la dragée haute, qui joue à Monsieur de Secudeux, Madame de Secudeux, comme les béquilles chez nous, qui s'introduisent partout, y compris dans les machins de nos petites femmes, mais qui ne laissent aucune trace. Ils ont métissé la population, mais ils sont restés blancs. Quel miracle! Quelle histoire! L'histoire du métissage, c'est une arme terrible de destruction du peuple noir. Moi, je vous dis, quand vous saurez les choses que j'ai trouvées, vous tomberez vraiment de très haut. Faites bien attention. C'est une culture, c'est exact, c'est ce que je vous dis. Ça a été commencé en Argentine. Ah, en Argentine, c'est un cas, d'ailleurs, il n'y a plus de noirs en Argentine. Ils ont fait disparaître. Voilà. Donc voilà. Alors, oui. Comment on est passé de notre idée en fait d'une étymologie qui à la base qui est leur serviteur à une étymologie une notion qui est maintenant des mélanges des peuples. Ça, c'est le travail idéologique de nos béquets, puisqu'ils ont créé l'association Tous Créoles. Et jusque dans les années 80-90, eh bien, on avait droit de parler de jardin, d'un truc. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, que nous faisons, c'est agrandi d'une petite queue qui s'appelle créole. Donc, on est dans un restaurant créole, on mange créole, le jardin est créole, la femme est créole, l'homme est créole, l'enfant est créole, le chien est créole, la poule est créole, le coq est créole, à la limite, la voiture est créole. Donc, et la matière et l'humain. Et ça, c'est depuis que l'association Tous Créoles a été créée par un béquet, parce que pour eux, comme en Afrique du Sud, qui ont le peuple arc-en-ciel, qui font qu'en Martinique, au festival culturel, eh bien, on invite chaque année l'Afrique du Sud, parce que c'est la civilisation arc-en-ciel qui ressemble à à ce que sont les Martiniquais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce sens-là? C'est de dire qu'ils ne veulent pas vivre avec des Noirs qui les inquiètent, qui revendiquent l'esclavage, qui sont ci, qui sont ça. Il faut apaiser la société. Donc, le béquet qui a lancé tout ça, il est mort dans un truc pendant qu'il joue au tennis, je crois une crise cardiaque, je ne sais pas de quoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, mais il a disparu, mais il a laissé son bébé là, et
le travail que font donc les Antillais, les Martiniquais, maintenant, même en Guadeloupe où ils étaient résistants, ils ont adopté aussi ce phénomène de créolité. Donc tout se met à sa carte. Et à partir du moment où il fallait rendre les gens résilients, qu'ils oublient leur agressivité, l'esclavage et tout, on a décidé d'ailleurs, pas question de réparation, mais il faut la résilience. Donc ils ont fait venir Boris Cyrulnik. C'est pour ça que je proposais, mais ce truc sur les traumatismes est intéressant. Boris Cyrulnik ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Ils ont organisé une grande rencontre avec Boris Cyrulnik, enfin des ponts, et puis ce monsieur de Jeanne, ce Becquet, qui a monté cette association, où il était question de dire, il a fait une enquête, et il a prouvé que oui, les Noirs sont encore agressifs, et c'est la question, sont violents, c'est la question de l'esclavage qui les travaille. Il faut qu'on fasse venir un psychiatre ou un psychanalyste pour les aider quand même à entrer dans de la résilience. Alors moi, je suis allée écouter cette conférence qui a réuni 1500 personnes dans un grand amphithéâtre de manière très officielle. Ces gens-là ont pris leur machin pour, comment on dit ça, leur désidérata pour la réalité. Je suis allée écouter, j'ai enregistré et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est de la couillonnade. Moi, je suis spécialisée, expérimentée dans les enquêtes sociologiques. Donc, quand j'ai entendu les résultats de M. Dejean, je me suis dit, non, là, c'est du foutage de gueule. Il faut qu'on prenne le contre-pied de ça. Donc, j'ai enregistré la conférence, j'ai fait des analyses et j'ai appelé des collègues et je leur ai dit, il faut absolument que nous, il y en a 4 ou 5, hein, ceux qui je pouvais compter à l'époque, il faut absolument que nous analysions ce qui vient de se passer là. C'est ultra grave. Et donc, le livre, le texte qu'on a produit, et moi j'ai passé en revue tout ce qui a été dit, j'ai montré que scientifiquement ça n'a aucune valeur et qu'à aucun moment on ne va enlever le peu d'ongles qui nous reste pour nous dire que, et puis avec les cyrulniques et tout, on leur a fait une de ces réceptions que le pauvre il est reparti la queue entre les jambes, tout comme l'autre, l'Africain congolais, qui est venu faire une conférence pour en finir avec les sanglots de l'homme noir. Il y a une émission que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube avec, comment il s'appelle il est écrivain là maintenant, j'ai vu qu'il a un peu changé. Mabankou. Vous pouvez regarder cette émission, on l'a laminé. Parce que je lui ai dit, tant que nous serons là, vous ne viendrez pas cracher sur les nègres. Et j'ai dit à Dejean, on l'a dit aux autres, tant que vous serez dans cette disposition d'esprit, nous on va vraiment vous faire la peau. Donc c'est pas la peine d'essayer et de continuer. Et donc, quand Cyrulnik s'est rendu compte qu'on l'avait pris dans une sorte d'attrape-nigo, il a été un peu vraiment... Oui, il était mal parce qu'il comprenait comme Mabankou, parce que Mabankou a dit après, oh, si j'avais su, il a écrit non, le tweet sur son compte Twitter, il a écrit qu'il s'est rendu compte que les Becquets l'ont utilisé comme ils ont utilisé Cyrulnik. Mais le problème, c'est que Cyrulnik, non plus, il venait avec son truc psychiatrique. J'ai dit, nous ne sommes pas malades. Personne ne vient ici nous psychiatriser et nous dire, nous faire avaler. Alors, en sortant de là, nous faire avaler quoi, des histoires comme ça, en sortant de là, il y a un tas de Martiniquais qui étaient enchantés. Ils avaient entendu des concepts, la résilience, la gentillesse, la bonté, finir avec l'esclavage, pas de réparation, pas tout ça. Ils étaient vraiment, ils avaient vu du petit lait. Quand on a expliqué aux gens ce qui venait de se passer là, ils étaient stupéfaits. Donc heureusement qu'on a sorti le livre et beaucoup de gens nous ont dit c'est grâce au livre qu'on a compris ce qui s'est passé là. Mais on entortille les gens parce qu'ils n'ont pas de base pour résister, pour comprendre, pour analyser. Donc tout ce qui vient, surtout nos Becquets, qui connaissent les nègres, disent-ils, depuis 600 ans quand même, qui les fréquentent, qui métissent la population et qu'eux se protègent. Voilà, civilisation ou la société arc-en-ciel, comme en Afrique du Sud, et regardez l'Afrique du Sud. Donc c'est ça qu'on veut comme modèle pour nous. Donc la question de la créolité, elle dissout la question de la race. D'ailleurs, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle Philibert Duféal, militant communiste et syndicaliste martiniquais, je décortique comment on a déracialisé nos peuples. Parce
puisque monsieur parlait du fait, on les a déracialisés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les anthropologues, etc., les voyageurs viennent dans nos sociétés, Guadeloupe, Martinique, Guyane, probablement, ils disent, oui, il y a des noirs, il y a des ci, il y a des ça. Ils définissent les gens par les phénotypes, ils les définissent physiquement. Et puis, à partir des années 1830, lorsque la France commence justement à vouloir faire une photo de famille et qu'elle dit « Oh, là c'est trop foncé, là c'est trop... » Il faut trouver une manière uniforme d'évoquer la France d'ailleurs, la France du lointain, mais sans choquer, sans que l'image de la famille blanche française ne soit trop abîmée par ces noirs trop noirs. Et donc on a mis la dame que vous trouvez sur le chocolat et l'eau, qui est très claire de peau, une petite peau satinée, des petits yeux gris, et avec une petite écharpe folklorique sur la tête, et elle fait chocolat et l'eau. C'est elle qui représente la diversité des colonies françaises. À partir de là, on déracialise, donc il y a tout un processus qui interdit qu'on parle de noirs dans des colonies. Interdit. Et donc j'ai même un grand diaporama là-dessus. Voilà, il faudrait faire un tas de rencontres comme ça pour que je vous parle de tous ces travaux-là. Et on interdit donc aux gens de dire qu'ils sont noirs. Alors, comme monsieur disait tout à l'heure, que oui, la France a mis dans nos têtes, mais plus que ça. C'est des constructions solides. Quand les gens vous disent qu'ils ne sont pas africains, alors qu'au début, quand vous lisez les premiers textes, on vous parle comme des noirs, on vous montre même le père là-bas qui a été un religieux qui a vraiment sévi pendant la période esclavagiste chez nous, eh bien lui il dit quand on regarde les noirs, ils s'aiment entre eux, ils ont des comportements de tendresse, etc. Et ils voyaient, même quand on assassinait leurs femmes, les noirs, les hommes allaient défendre. Aujourd'hui, ils ne veulent plus des femmes noires, ils veulent je ne sais quoi. Ils allaient défendre leurs femmes, les protéger partout. Il y a des récits qui nous disent que les noirs s'aimaient, qu'ils vivaient bien. Et puis tout d'un coup, on a basculé dans quelque chose d'effroyable. Construction idéologique, construction racialiste, racisante, qui montre qu'on ne peut pas considérer que les Noirs s'aiment. Et beaucoup de Noirs sont persuadés de ne pas s'aimer, parce qu'ils sont leur propre, comment on va dire ça, objet de répulsion, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous parle d'une construction parce qu'il y a une intention derrière. Non seulement il faut nous mettre dans des idéologies, alors je ne sais pas si au départ, on était vraiment dans quelque chose d'autre, mais ce que je sais, c'est que la créolité est une invention des années 80-90 et qu'elle avait comme objectif de finir avec les revendications des Noirs qui parlaient de réparation et qui parlaient de nécessité de travailler sur l'histoire. Donc on a mis à la tête de ces petits groupuscules qu'on a créés des blancs ou de gros mulâtres qui n'ont pas intérêt à remuer toute cette boue de l'esclavage et qui disent voilà c'est bien. Alors oui, il y a eu l'esclavage, mais il n'y a personne. Personne n'est responsable. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Seulement Smeralda arrive, elle dit les blancs ont fait ci, ont fait ça. Alors j'étais un objet à bannir bien sûr, mais j'ai dit je vais l'assumer parce que je sais qu'il nous a fait ça. Je ne vais pas faire mon intéressante pour faire carrière en sacrifiant tout mon peuple. Non, je sais qu'il nous a fait ça, qui nous a mis en esclavage, qui a empêché que nous mettions des mots. Parce que relisez tous les livres des intellectuels carriéristes, personne n'a causé l'esclavage. Hein. Personne n'est responsable de ça. Hein. C'est à la limite les nègres qui vont mener. Ah. Et c'est pas par hasard que vous avez cette phrase-là. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis ce que je vous dis là. Donc non seulement on se déresponsabilise, on prend tous les bénéfices de ce système esclavagique, mais tous les torts, on les fait porter aux Noirs eux-mêmes. Et qu'est-ce que vous faites quand vous subissez ces foudres-là et que vous n'avez pas d'éléments de savoir pour comprendre qu'il ne faut pas entrer dans ces jeux, en tout cas qu'il faut pouvoir résister en comprenant bien les enjeux, les jeux et les enjeux, eh bien, vous tombez dans le panneau. J'entends dans les émissions qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les télé-radios Afrique. Oui. J'entends une dame qui appelle, je crois de Côte d'Ivoire, ouais, les Noirs sont maudits, ils sont maudits, ils sont maudits. Mon Dieu, la pauvre malheureuse.
elle s'écrasait avec ce truc, sans maudit. Et je me dis, mais pourquoi il n'arrête pas? Et puis bon, il a eu la bonne idée d'éteindre, enfin d'arrêter de couper le téléphone, mais c'est horrible à entendre dans des télés qui sont suivies par des millions, des milliards de gens, d'entendre les bras sans maudit, qui relaient cette vision d'un noir qui serait, oui, il a quelque chose de particulier. Il a quelque chose de particulier. C'est qu'il vit une forme de domination qu'aucun peuple ne vit et qu'il ne l'analyse pas en tant que spécifique à lui. C'est le peuple noir en tant que peuple spécifique qui est dominé de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre chose à expliquer. Il ne faut pas qu'on perde du temps à se dire nègre fait ci, nègre fait ça. Non, nous sommes des victimes. J'ai un chapitre dans ce livre-là qui vous explique ça veut dire quoi être victime et pourquoi il faut que vous revendiquiez. Non pas laisser les gens vous dire que je vous jouez à la victimisation, mais revendiquer le droit d'être des victimes, parce que c'est ce que nous sommes. Des victimes d'un système satanique, comme disent nos amis. Non, il faut arrêter de mettre à la place les pendules à l'envers ou je ne sais quoi. Peut-être se responsabiliser. Bah, si on ne le faisait pas, moi je vous dis qu'on aurait disparu. Pour la question de responsabilisation, c'est ça qu'on nous envoie. Alors ce que je voudrais donc moi je vous ai expliqué comment, même si on limite notre analyse à ici, mais tous les jours, vous écoutez Afrique Média, For You Media, Vox Africa, tous les petits blogueurs, les influenceurs qui nous font des analyses, ils vous montrent la forme de domination infernale que subit le continent. Ils sont peut-être des gens des villes, il n'empêche qu'ils vivent sur un continent hyper riche, mais dans des conditions où, par exemple, 80% des Nigériens n'ont pas d'électricité. Merci à Ibrahim Traoré, qui vient d'ouvrir qui va fonder sa première centrale nucléaire. La première fois, le mec, il n'a pas 34 ans. Hein? Bon, voilà. Donc il y a des gens qui comprennent et qui vont faire, qui font, pour que les Africains bénéficient des retombées de leur richesse. Et c'est ça dont on veut parler. Bien sûr que la question de l'initiation est importante. Je connais beaucoup de gens parmi nous qui sont plutôt attachés à résoudre la question de la spiritualité. C'est pour ça que je vous dis que j'ai voulu vous parler de sociologie. Nous vivons dans des sociétés. Il nous faut comprendre comment elles fonctionnent parce que rien ne nous prépare à comprendre ce que c'est qu'une société et l'impact que la socialisation, la domestication, l'aliénation jouent sur notre vision du monde. C'est pour ça qu'il faut que nous fassions un peu de sociologie. Même si je respecte beaucoup nos frères, nos sœurs qui sont très à la Martinique, c'est comme ça, ils font beaucoup d'efforts dans tout ce qui concerne la spiritualité, mais comme on dit chez nous, ils ne connaissent pas une patate concernant comment fonctionne une société et un être humain en société. Comment voulez-vous, si vous n'êtes pas maître de vous, dire que vous entrez dans une spiritualité qui vous apporte, qui vous développe? La spiritualité, c'est un tout, elle fonctionne de manière absolue quand les peuples africains, les pygmées notamment, gardent leur... D'ailleurs, les pygmées refusent de donner leurs secrets, parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui viennent pour se faire susurrer à l'oreille, dire comment ça marche. Et les pygmées ont déjà compris, donc il y a... Mais au Cameroun, on les chasse tellement qu'on ne sait pas, ils sont en voie de disparition. Donc il faut faire attention aussi à tout ça. Maintenant, nous parlons de société. Nous ne parlons pas de spiritualité, même si c'est une part importante de la vie du peuple noir. Pour le moment, le peuple noir est domestiqué et victime de gens qui avaient des projets véritablement prédateurs sur leur personne, sur leur civilisation et qui continuent. Donc on comprend, on essaye de comprendre la société. Je vous ai expliqué comment nous sommes fabriqués et il y a donc dans les phénomènes que je voulais continuer à aborder avec vous, la question de la socialisation. On peut résumer, mais il y a deux, trois. Attendez, il faut que je cherche mes feuilles parce que voilà. Il y a la question des aspects qu'on amène un peu donc chaque auteur qui parle de socialisation amène des idées nouvelles. Donc, dans la socialisation que j'ai trouvée chez un autre sociologue, il faut distinguer la socialisation institutionnelle
et la socialisation associative par accord volontaire. C'est-à-dire, institutionnel, on m'impose tout ce que je vous ai montré, et par accord associatif, je décide que j'adhère, que je veux, que je participe. La preuve, je veux adhérer à des associations qui sont des œuvres caritatives, qui font ci, qui font ça. Regardez, au même temps qu'on nous dit que les Noirs ne sont pas solidaires, chez nous, on a au moins 4000 associations. Pour faire quoi? La Martinique, c'est 1100 km², c'est 65. On a 4000 associations. Et les Noirs ne sont pas solidaires. Alors, ils compensent quoi en faisant créer des associations? Ils font quoi? Ils veulent quoi avec ça? C'est important. Donc ça, ce sont des formes de socialisation associative. Nous décidons que nous prenons des initiatives, un peu aussi avec Ahmad, des gens qui veulent travailler à quelque chose qui leur sert. La socialisation désigne donc le processus par lequel les individus apprennent les modes d'agir et de penser de leur environnement, les intériorisent en les intégrant à leur personnalité et non pas à leur identité. Donc, quand je parle des Anglais, des Allemands, des ci, des ça, qui nous ont socialisés, je suis dans ça. On apprend à fonctionner avec les modes de pensée, d'agir, etc., qui ont cours dans notre environnement. Pas dans la forêt du Congo, mais ici, dans la France, dans les colonies françaises. D'accord? La socialisation est donc à la fois apprentissage, conditionnement et inculturation. Inculturation, on vous enlève la culture de vos origines, mais aussi adaptation culturelle, intériorisation et incorporation. Alors, par exemple, si vous avez lu Père là-bas, au départ, bon, il y a des anecdotes qui sont très, très intéressantes parce que les Noirs, effectivement, il y avait ce pouvoir que les Blancs avaient découvert chez eux, un pouvoir de faire des choses. Je ne sais pas comment on appelle ça, magie ou sorcellerie, il y a toutes sortes de définitions, mais c'est le père là-bas qui raconte, et je l'ai mis dans un de mes livres qui s'appelle La racisation des relations intergroupes. Le père là-bas raconte que ils ont pris de force dans un village lorsqu'ils faisaient captifs les Africains, qu'ils déportaient dans les colonies, ils ont pris de force une personne qui dans le village avait une position de force, celle qu'on appelle la sorcière, ou en tout cas quelqu'un qui était important, et elle a refusé donc de se laisser prendre, mais on l'a pris de force. Donc on l'a mise sur le bateau, et elle a voulu se libérer de ça, donc c'est là-bas qu'il raconte, il raconte, et quand elle est montée sur le bateau, elle a dit au capitaine, si vous ne me relâchez pas, je vais transformer votre cœur en pierre. Le monsieur capitaine est mort très peu de temps après, et on a, parce que les gens voulaient vérifier, on a effectivement trouvé à la place du cœur du monsieur une pierre. C'est le père là-bas qui raconte ça dans Voyage aux îles des Amériques. Vous pouvez retrouver son récit. Et il n'est pas, en principe c'était un monsieur très méchant, et il n'aurait pas affabulé pour donner l'avantage aux Noirs. Il a tout fait au contraire pour les casser, et la façon qu'il avait de les obliger à lâcher leur culture, à coups de fouet. Il raconte une fois, c'est normalement, ils étaient dans une dizaine de coups de fouet. Ils ont donné à quelqu'un qui tenait tellement à sa culture, qu'il a pratiqué, qui appelait ses dieux, qu'il appelait, que là-bas appelait des dieux animistes ou je ne sais quoi, pour l'obliger à ne pas continuer dans ces pratiques-là. Non seulement on lui donne plus de 100 coups de fouet, mais une fois que la chair est en lambeaux, que le malheureux est au sol, on lui verse sur la plaie, sur les plaies, la peau en lambeaux, une pimentade. Une pimentade. C'est voulu pour éviter la gangrène, pour ne pas perdre l'esclave, puisqu'il faut, c'est des gens que, voilà, on a besoin de la main-d'œuvre, mais vous voyez le degré de méchanceté. Si vous lisez les tortures que les esclavisés ont subies, c'est insupportable. Mais il faut savoir que c'est comme ça, ce traitement-là, c'est à coup de ce traitement-là qu'on a obtenu l'obéissance à la longue, la soumission des Africains qui étaient réfractaires à ce traitement, à cette forme d'appropriation de leur corps, de leur travail. Et puis, l'inculturation dont je vous ai parlé, c'est cette manière de les déposséder totalement de ce qui faisait d'eux des êtres qui étaient très accrochés à leur culture. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons nos quémoiseurs, nous avons gardé quelques traces de ça, parce que c'était cela, ce qu'on appelait les quémoiseurs, soi-disant les sorciers, ben c'est ça la culture animiste,
C'est celle-là que nous avons gardée. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont voir ce qu'on appelle le Gadet Zafé. Ben, c'est quoi le contenu de ce qu'ils pratiquent, c'est africain. C'est des cultes très ancestraux, très, très anciens. Et beaucoup de gens y croient. En même temps, il n'y a pas africain. Mais ils vont chez le Gadet Zafé, ils pratiquent la culture africaine, etc. Madame, il n'y a, Bon, pas un alcool, un rhum qui s'appelle Perlava, par hasard. oui, tout à fait. Puisque la plantation. La profondeur Oui, mais qui détient ça? C'est pas C'est les les. béquets. Non, Oui, mais voilà. qui c'est qui consomme en fait la majorité? Oui, mais. Ah ben oui. Mais combien d'entre ça? Comme on est aliéné. En fait, c'est pour souligner notre profonde ignorance. Ignorant, c'est bien ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas la peine qu'on se tape dessus. C'est pas la peine qu'on se tape dessus. C'est l'ignorance qui fait que les gens continuent à. etc. En fait, nous à La Réunion, on a un rassemblement des dogmes en fait, religieux. On dit on représente chaque personne, genre islam, catholique, Oui, hindouiste, c'est sauf oui. la culture Africaine. CAF, Oui, africaine. CAF, oui, les Noirs. Et en fait, on voit que les cultes africains sont faits en manière secrète. En fait. Avec Ils des sont faits en familles, manière des- secrète. Enfin, ils essaient d'échanger un peu. Ouais, c'est- Mais justement, Mais c'est clandestin. À Cuba, pareil. Hein. À Cuba, on dit oui, Cuba, etc. Les Noirs, je suis allée à Cuba et à partir. Bon, voilà, vous avez ce qu'on vous présente comme musique, comme machin, comme ça, et il y a des Noirs dans des petits coins qui vous refilent des CD qu'ils vous produisent clandestinement, des machins, d'une richesse extraordinaire, culture noire, afro-noire, résurgence, survivance, etc., ou existence de leur patrimoine africain que les Cubains ont combattu jusqu'à la fin et qu'ils ont préservé. Donc il ne faut pas montrer que, d'ailleurs il y en a qui, quand Obama, qui avait encore des illusions sur Obama, et quand Obama est arrivé à Cuba, ils se sont précipités pour dire à le gouvernement cubain a dit niet, vous restez dans vos tours, donc ils ne sont pas allés parler à Obama. C'est incroyable. J'ai fait tout un relevé de la situation des Noirs. Vous savez qu'il y a au moins 150 millions de Noirs dans la Caraïbe. On ne les voit pas. Ils sont où? Personne n'est noir dans la Caraïbe. Il faut aller à ce domaine pour les voir. Vous vous perdez en eux, ils vous disent qu'ils ne sont pas noirs. On ne comprend pas. Mais regardez ce qu'on fait à côté Haïti. Soi-disant, Haïti est noir et donc il faut la chasser, la tuer, tout ce qu'on veut. Mais c'est important qu'on comprenne. J'ai fait tout un registre de ce que sont les Noirs de ces régions-là et vous n'imaginez pas, je vais publier ça aussi dans un ouvrage qui parle de la situation des Noirs dans le monde. Il y a, je dis 150 millions et je pense qu'on est bien en deçà. Rien qu'au Mexique, il y a 8 millions de Noirs, là, qui le sait, à Costa Rica, dans toutes les petites îles de l'Amérique centrale. Il y a des composantes qui sont, même au Venezuela, en Colombie, vous avez une composante qui ne se jamais mélangée. Quand je présente mes trucs sur les cheveux, on voit leur tradition, leur couleur, tout ça, intact. Il y a énormément de communautés comme ça qui ont résisté mais qui n'existent pas. Mais je veux dire, allez, prenez le Maghreb tout près. Quand vous allez au Maghreb, vous dites, oh, mais il y a des Noirs au Maghreb. Qui est-ce qui sait? Au Maroc. Regardez les comportements que vous avez. En Algérie, en Tunisie, regardez ce que vous venez de vivre. Combien de gens savent que les Noirs sont partout et qu'ils subissent le même sort? Ils subissent le même sort et que personne n'ouvre sa gueule, pardon, pour dénoncer ça. Eh bien, il faut que la connaissance nous permette de comprendre le sort. Si nous disons que nous sommes un peuple, quel est ce peuple-là que nous formons et de quoi il est fait? Parce qu'un noir marocain ne pense pas comme un noir martiniquais. Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et justement, je donner l'accent, c'est comment on fait pour définir un groupe de peuples avec des spiritualités différentes. Enfin, on voit qu'il y a une nécessité d'avoir une culture africaine, mais comment on fait que c'est des gens qui sont déjà durs dans le christianisme ou l'islam? Ils pensent qu'à ça, quoi. Et ils pensent qu'à ça, et puis c'est ce que j'ai dit à des gens qui veulent supprimer toute forme de religion chez les Noirs, parce que ce sont des religions révélées, des machins de blancs. Je leur ai dit, si vous voulez rendre votre peuple fou, faites ça. Parce que ce qui structure la mentalité, le mental d'un peuple,
c'est sa croyance. Si vous lui dites, d'abord, quand ils me disent que le bon Dieu, il n'a pas de couleur, il est dans leur cœur, eh bien, c'est ça. Si vous les obligez à voir qu'il est blanc, ils vous font des syncopes. Parce que c'est pas possible d'imaginer qu'un peuple qui a des croyances aussi ancrées puisse les abandonner comme ça. Donc à nos frères et sœurs qui sont trop pressés, qui sont du jeudi, mais on sait, on peut raisonner, mais on prend quelle disposition pour remplacer le vide qu'on va laisser? D'ailleurs, est-ce qu'on va laisser du vide? Ils vont eux-mêmes nous assassiner, tous ceux qui veulent les empêcher de croire dans leur bon Dieu blanc. Nous-mêmes, on est menacés, je vous assure. Non, mais on ne joue pas comme ça avec la tête des gens. Les Blancs qui nous ont colonisés, ils savent pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Et d'ailleurs, toutes les sciences auxquelles nous n'avons pas accès. Alors, on est les plus pauvres, mais on est les premiers en économie, en gestion, en comptabilité. On fait tout ce que le monde occidental a besoin, ce dont il a besoin pour développer ses usines, ses industries. Sauf que rien ne retourne dans notre escarcelle. Par contre, quand on dit, voilà, qu'est-ce qui ferait notre intérêt? La chose qui nous apparaît et qui est absolument fondamentale, c'est que nous n'avons pas le sens de nos intérêts parce que nous ne sommes pas un groupe pour cent. Nous n'avons pas le sens de nos intérêts. Nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas de quoi ils sont faits. Ça veut dire que donc on peut vraiment continuer à se dire des choses et rester dans un statu quo, parce que c'est dans ça qu'on est.